Le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques est assuré par une Cour des comptes qui doit être créée dans chaque État membre. Mesdames, Messieurs, c'est en ces thèmes que l'article 72 de la directive CEMAC de 2011 relative aux lois des finances organise le cadre matriciel et institutionnel du contrôle des finances publiques au sein des États de la sous-région. À la faveur de cet ouvrage, Daniel Yannick Fangon a commis un ouvrage intitulé « La réforme des juridictions des comptes dans l'espace CEMAC », publié chez l'Harmattan Cameroun en 2018. C'est à cette occasion que nous recevons cet auteur dans le cadre de cet échange sur son ouvrage. Bonjour Monsieur Fangon. Bonjour. Bon, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour partager avec notre public. Vous commettez cet ouvrage en 2018 qui analyse la réforme mise en œuvre depuis 2011 relative au contrôle des comptes dans la zone CEMAC, avec une préface de Marc Ateba Ombala, une préface de Bruno Bokolo Ebe, une postface du professeur Nikez Médé. Alors, pour commencer, qu'entend-on par juridiction des comptes? Merci de m'avoir invité. La juridiction, de manière générale, c'est une autorité qui a compétence sur une question bien spécifique. Et la juridiction des comptes renvoie, quand on dit la réforme des juridictions des comptes dans l'espace CEMAC, la juridiction ici peut renvoyer à un tribunal, mais beaucoup plus à un ensemble, n'est-ce pas, des tribunaux, un ensemble d'instances qui sont chargées de connaître des questions des comptes publics. Donc, c'est ça les juridictions des comptes. Et quelle est sa spécificité par rapport aux autres types de juridictions? Il semble qu'elle ne prend pas de décisions ou bien des sanctions du moins contraignantes, l'on dit-on souvent. La spécificité de la juridiction des comptes ici, c'est qu'elle connaît du contentieux des comptes publics. Et puis avec la nouvelle réforme, les pouvoirs de la juridiction des comptes ont été étendus parce qu'ils ont désormais une mission d'évaluation des politiques publiques, une mission de jugement, de sanction même des fautes de gestion. Donc la spécificité ici, c'est que c'est un tribunal qui est consacré aux questions de gouvernance des finances publiques. Donc il y a des sanctions, il y a des amendes et autres qui sont infligées aux différents acteurs, aux différents clients de cette juridiction. Mais la juridiction a davantage vocation à éduquer, à socialiser, à conseiller, à encadrer la gouvernance des finances publiques. Alors, vous analysez la mise en œuvre de cet article 72 de la directive CEMAC de 2011. Quel est le contexte d'arrivée de cette nouvelle disposition? Alors, quelle était l'ancienne situation et qu'est-ce qui a motivé la mise sur pied de cette nouvelle disposition? Alors, on part d'une situation où les États de la CEMAC éprouvent un réel besoin d'harmoniser leur cadre de gestion des finances publiques respectifs au niveau des États. On parle d'un contexte où les économies sont menacées au niveau international avec la chute des cours des matières premières, une certaine fragilité, une certaine dépendance, n'est-ce pas, extrême vis-à-vis des éléments exogènes. Donc, ce qui fait qu'à l'interne, nous rencontrons également des problèmes de gouvernance, la corruption, les détournements massifs des deniers publics. Ils se rendent compte de ce qu'il faudrait qu'on mette sur pied des pratiques concertées, des bonnes pratiques, et sous l'impulsion bien évidemment des partenaires techniques et financiers, des bonnes pratiques destinées à la bonne gestion de nos finances publiques. Étant entendu que dans ce contexte aussi, la dette de ces pays était en train de progresser. Elle n'avait pas encore atteint le niveau qu'elle
qu'elle a aujourd'hui, mais il était question, n'est-ce pas, de bien gouverner, de bien administrer ce que nous avons déjà. Question de faire des bons placements que de continuer à s'endetter. Donc, le contexte est celui-là. Le contexte est celui-là et le volet spécifique qui nous a intéressés dans cet ouvrage, voilà, dans cet ouvrage était justement celui de l'encadrement de la gouvernance des finances publiques, la sanction des différentes dérives, n'est-ce pas, qui peuvent arriver lorsque les ordonnateurs, les comptables et tous les acteurs de la chaîne financière ne respectent pas les règles qui sont établies. Alors, dans la préparation de la réforme, vous remarquez dans votre ouvrage que deux acteurs principaux, deux types d'acteurs sont intervenus, les États membres et les institutions. Alors, maintenant, quelle est la place réservée aux populations qui sont les destinataires ultimes de cette réforme, souvent organisée davantage au niveau des organisations de la société civile? N'y a-t-il pas une faille à ce niveau? Parce que même le calendrier que vous mentionnez dans votre ouvrage n'indiquait pas une consultation, une sollicitation des populations. Oui, nous partons des analyses empiriques sur ce qui a été fait. Donc, si vous avez vu ce calendrier, le calendrier de l'UEAC sur l'adoption et la mise en œuvre des directives relatives au cadre harmonisé des finances publiques, bon, s'il manque cet aspect relatif à la consultation des citoyens, bon, c'est l'une des failles. Et ce qui est en train d'être rattrapé, parce que il y a une plateforme au niveau communautaire qui réunit les États, la communauté, les partenaires techniques et financiers, où on s'est justement rendu compte que bien que le cadre harmonisé ouvre, n'est-ce pas, des pans assez larges aux citoyens, parce que quand vous voyez tout le dispositif, peut-être au niveau de l'élaboration, il peut y avoir des failles, mais quand vous voyez le dispositif, vous verrez qu'il y a le contrôle citoyen des finances publiques qui est consacré dans cette directive, ce qui est encourageant. Donc, vous verrez que le citoyen a été pris en compte, mais le cadre dont je vous ai fait part, qui réunit ces trois parties prenantes, État, communauté et partenaires techniques et financiers, est en train de mettre en œuvre des mécanismes qui vont faire en sorte que le citoyen puisse réellement participer, n'est-ce pas, à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de la loi de finances. D'accord. Alors, le modèle des cours des comptes institués au sein de nos États membres, aux États membres de la CEMAC, ainsi que le modèle de la Cour des comptes sous-régionale est d'inspiration française, comme le fait remarquer Marc Ateba-Ombala dans un de ses ouvrages. De votre observation, cette réforme calquée sur le modèle français est-elle intéressante, est-elle réellement adaptée à notre contexte? Sachant que le Tchad, par exemple, avait initié la réforme et puis avait fait volte-face quelques temps après à la faveur d'une révision constitutionnelle. Bon, nous dirons que le modèle, il est d'inspiration française, parce que, comme le dit Bertrand Badi, nous nous sommes faits, les États africains, Afrique subsaharienne francophone, se sont faits importateurs de tous les modèles français. Donc, la Cour des comptes, elle est largement d'inspiration française, mais il y a comme un processus d'endogénéisation, c'est-à-dire qu'on l'a adapté dans quelques aspects à nos réalités. Et la juridiction des comptes telle que préconisée par le cadre harmonisé de gestion des finances publiques de la zone CEMAC s'est démarquée sur certains points. Par exemple, actuellement, la Cour des comptes française ne connaît pas, n'est-ce pas, de la faute de gestion, ne juge pas des gestionnaires publics. Mais la Cour des comptes, telle que préconisée dans les directives CEMAC, elle connaît non seulement des comptes publics, mais elle sanctionne aussi les fautes de gestion. Ce sont des avancées. Et la Cour des comptes est également l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Ce modèle
à mon sens, il est adapté à notre contexte parce que quand vous voyez la position des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire apparaît un peu comme le plus neutre parce que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif peuvent parfois être pris en flagrant délit de faits majoritaires. C'est-à-dire que quand la majorité parlementaire coïncide avec le parti au pouvoir, vous voyez que il y a fatalement cette solidarité. Voilà. Et le juge apparaît donc comme un peu plus neutre, l'arbitre qui va rendre des jugements sur la base de la loi et du bon sens, de la protection des valeurs, et avec moins d'influence politique. Donc, le cadre harmonisé, en fait, a remis toute la compétence, la toute-puissance au juge des comptes pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre de l'ordre dans la gouvernance des finances publiques, pour pouvoir encadrer la gouvernance des finances publiques. Et on peut le comprendre parce que ces dernières années, vous avez sans doute suivi notre classement, le classement des pays de la zone CEMAC, des pays de l'Afrique subsaharienne francophone, dans la transparence, dans la gouvernance, en ce qui concerne la corruption et tout. Donc, on s'est dit que le législateur communautaire a bien vu, en donnant cette compétence au juge, qui doit désormais, du point de vue de sa stature, de sa position, qui est un peu plus neutre, rentrer dans ces questions et dire le droit, avec moins d'influence politique possible. Alors, dans la mise en œuvre de la réforme qui date de 2011, nous sommes en 2021, sur 6 États, on a à peine 3 qui ont dépassé le cap de la mise en œuvre. Qu'est-ce qui explique les réticences, cette opérationnalisation à géométrie variable? Bon, vous savez, les États ont leur réalité. Donc, on peut prendre des engagements au niveau communautaire, mais il se trouve que on ne s'est pas assuré de la cohérence de ces engagements avec le dispositif interne. Pourquoi donc s'engager? L'engagement ici, c'est un engagement de principe, c'est un engagement de bonne foi. Et puis, c'est après, parfois, qu'on se rend compte de tous les chantiers qu'il y a à réaliser au niveau interne pour que la réforme puisse prendre pied, puisse prendre corps. Vous voyez, par exemple, pour le cas du Cameroun, à première vue, on dirait que bon, le Cameroun est de mauvaise foi, comme on l'a lu dans la presse à un moment donné. La presse avait titré, c'était même à la une, le Cameroun viole les textes de la CEMAC. Alors oui, à première vue, on pourrait dire que le Cameroun est en marge, n'est-ce pas, de ce que prescrit les dispositions communautaires. Mais à bien y regarder, vous allez vous rendre compte que pour opérationnaliser, pour mettre en œuvre cette directive, et justement cet article 72, il y a un ensemble de réformes à faire au niveau interne. Il faut réviser la Constitution. Tout à fait. Oui, pour créer une Cour des comptes au Cameroun, il faut qu'on révise la Constitution. Sachant que le pouvoir judiciaire, voilà, incarné par la Cour suprême, intègre en son sein une chambre des comptes. Une chambre des comptes. Qui n'est pas distincte de tout l'ordre judiciaire. Voilà, et l'article 41 de la Constitution reconnaît la chambre des comptes de la Cour suprême. Alors, créer maintenant une Cour des comptes, cette institution sera inconstitutionnelle. Parce que notre Constitution ne reconnaît pas une Cour des comptes, mais une chambre des comptes de la Cour suprême. Alors, il faut réviser la Constitution, il faut réviser la loi sur l'organisation judiciaire, sur la Cour suprême, un ensemble de textes qu'il faut réviser. Et ce sont des chantiers pas faciles, parce qu'on ne touche pas à une Constitution n'importe comment. Si on touche à une loi ou à un acte réglementaire. Voilà. Dans le cas du Tchad, par exemple, le Tchad a exprimé justement cette bonne foi au niveau communautaire. Le Tchad a même été pionnier, n'est-ce pas, dans l'opérationnalisation de ce modèle communautaire. Mais il s'est trouvé que le pays faisait face à un certain nombre de contraintes. On est passé à la 4e République avec une nouvelle constitution et les autorités tchadiennes se sont rendues compte qu'il fallait un peu rationaliser le dispositif institutionnel. Et la Cour des comptes, dans la foulée, a pris un coup. Les autorités tchadiennes se sont rendues compte qu'il fallait peut-être revenir à la Chambre des comptes
compte tenu des réalités internes et peut-être des contraintes économiques, des contraintes financières, des contraintes politiques. Et ils étaient obligés de revenir sur leur engagement. Voilà. Alors, sur le cas particulier du Cameroun, quels sont les rapports entre le Conseil des disciplines budgétaires et financières et la Chambre des comptes de la Cour suprême? Bon, vous voyez, le Conseil de discipline budgétaire et financière, c'est un organe quasi juridictionnel. Il n'est pas juridictionnel, mais tel que les choses ont été configurées au Cameroun, le CDBF, il est compétent pour connaître, n'est-ce pas, des fautes de gestion et de tout ce qui concerne les ordonnateurs, n'est-ce pas, dans la gestion des finances publiques. Voilà. Et maintenant, la Chambre des comptes de la Cour suprême, elle est le juge des comptes des comptables publics. Donc voilà, c'est un peu la configuration française actuelle. On a une Cour des disciplines budgétaires et financières qui connaît, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne les ordonnateurs dans la gestion des finances publiques. Et nous avons une Cour des comptes qui connaît, n'est-ce pas, de tout ce qui est des comptes, des comptables publics. Mais la directive communautaire, la réforme, vient donc rationaliser. Parce que lorsque, au Cameroun, on va opérationnaliser le modèle CEMAC, le CDBF va disparaître. Parce que la nouvelle Cour des comptes absorbe, phagocyte le CDBF. Donc, les compétences du CDBF ont été reversées à la Cour des comptes. Parce que désormais, avec la nouvelle Cour des comptes communautaire CEMAC, cette dernière doit connaître non seulement des comptes des comptables publics, n'est-ce pas, des ordonnateurs, des fautes de gestion et tout ce que ça concerne, des contrôleurs financiers et tous les autres acteurs même qui interviennent dans la chaîne financière selon qu'ils ont été mandatés ou qu'ils interviennent de manière accidentelle. Quels sont les rapports entre la Cour des comptes communautaire et les instances juridictionnelles de contrôle des comptes publics au niveau national, que ce soit Cour des comptes ou que ce soit Chambre des comptes? Y a-t-il des rapports? Y a-t-il un ascendant entre l'une et l'autre qui fait qu'on puisse porter, par exemple, un citoyen lambda puisse porter plainte au niveau national et puis se retrouver au niveau régional? Il y a des rapports, mais pas jusqu'à ce niveau. Vous savez, les finances publiques se relèvent de la souveraineté des États. Donc, il n'est pas encore possible aujourd'hui qu'après avoir épuisé, n'est-ce pas, les procédures au niveau interne, s'agissant du contrôle des finances publiques, qu'on se retrouve au niveau communautaire. Voilà. Donc, la Cour des comptes communautaires ne connaît pas, n'est-ce pas, des questions liées aux finances publiques, aux comptes publics nationaux. Voilà, donc là, il faut être clair. Cependant, il y a des plateformes de collaboration pour harmoniser un peu la jurisprudence, les bonnes pratiques, n'est-ce pas, au niveau de tous les États de la communauté. Oui. Et c'est pour cette raison que quand vous regardez les textes qui organisent la Cour des comptes communautaires, vous allez noter que une fois par an, n'est-ce pas, la Cour des comptes communautaires s'est réunie avec les cours des comptes nationales, les représentants, les présidents des cours des comptes nationales, à l'effet d'échanger sur les bonnes pratiques, à l'effet de voir comment harmoniser la jurisprudence. Donc, il y a cette collaboration, mais il n'y a pas un lien de subordination hiérarchique. Non, il n'y a pas un lien hiérarchique ou de subordination entre la Cour des comptes communautaires et les cours des comptes nationales. Alors, qui peut saisir la Cour des comptes communautaires? Bon, la particularité, une fois de plus, des juridictions financières, c'est que le mode de saisine, il est suffisamment complexe. Il n'est pas donné à tout citoyen de saisir la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, elle a une compétence qu'on appelle d'ordre public et qui est déjà consacrée. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qu'elle exerce dont elle n'a pas besoin d'être saisie. Alors, justement, la Cour des comptes
les comptables publics de la communauté, comme nationaux, doivent déposer, c'est déjà établi, doivent déposer à la fin de chaque exercice les comptes au niveau de la Cour. Donc les comptables publics communautaires déposent leurs comptes. Et quand ils déposent les comptes pour que la Cour les analyse et les juge, c'est un mode de saisine. C'est un mode de saisine d'ordre public parce que c'est déjà établi. C'est déjà établi. Alors, en dehors de cette compétence d'ordre public, il y a un certain nombre d'autorités communautaires qui peuvent saisir la Cour des comptes, qui peuvent solliciter des avis, notamment le président de la commission de la CEMAC, qui peut solliciter un avis de la Cour des comptes sur une question bien précise. Mais toujours est-il que les personnes habilitées à saisir la Cour des comptes communautaire sont limitativement énumérées et généralement c'est les premières autorités de la communauté. Professeur Nikes Médé, votre postfacier, dit, je cite, « La réforme des juridictions des comptes dans l'espace CEMAC s'inscrit dans la logique du renforcement de la bonne gouvernance sans laquelle l'Afrique ne peut prétendre au développement. » C'est sur ces mots que nous achevons cet entretien avec Daniel Yannick Fangon, auteur de « La réforme des juridictions des comptes dans l'espace CEMAC », publié chez l'Harmattan Cameroun et disponible dans tous les lieux de vente publique de livres. Merci, Monsieur Fangon. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur Africa TV. Au revoir.